gouvernement, bien entendu, puisque vous dites que vous êtes à plus de 40 et quelques jours de grève, 41, je crois, oui. 41 jours, Je crois, voilà. aujourd'hui. Apparemment, il prend la politique de l'essoufflement, ce qui veut dire qu'il part d'un principe, on ne négocie pas, quand ils auront envie de retravailler, ou ils vont retravailler. Comment vous jugez cette attitude de ce gouvernement? C'est du mépris. C'est du mépris, mais je crois que c'est un mépris que nombreux salariés, nombreux citoyens ont pu mesurer, le mépris de la part de ce gouvernement ont pu mesurer en France depuis quelques mois maintenant, quelques années même. Je pense qu'on a des espèces de, je sais pas, de technocrates, de gens qui sont totalement hors sol, qui vivent pas dans le même monde que nous, et qui se sentent sûrement investis d'une mission qu'on ne leur a surtout pas confiée, mais qui finalement ont décidé d'avancer, quelle que soit l'opposition, quel que soit le désaccord. Au-delà des 41 jours de grève, je crois qu'on en a toujours à 60% des gens interrogés dans la population française qui sont contre cette réforme, ou qui s'interrogent sur cette réforme, ou qui pensent qu'ils vont perdre cette réforme, et qui soutiennent le mouvement de protestation, qui n'est pas d'ailleurs que du fait des cheminots, puisqu'il y a des grèves aussi, je crois, dans l'industrie chimique, il y a des grèves dans l'énergie, il y a des grèves un peu partout, dans de nombreuses entreprises, des arrêts de travail, dans l'éducation nationale, dans la fonction publique. Oui, je crois que c'est un véritable mépris. Je crois qu'ils n'ont peut-être qu'à une époque une certaine génération de politiciens, quel que soit leur positionnement. À un moment donné, ils avaient peur de ne pas être élus. Ceux-là, on dirait qu'ils ont peur de rien. Peut-être qu'ils ont déjà leur place dans la banque quand ils quitteront le gouvernement, ou dans je ne sais quel think tank d'un grand groupe financier, et qu'ils n'ont pas peur de perdre leur mandat. C'est peut-être ça, c'est du mépris. À l'embauche, à l'heure actuelle, quel est le salaire proposé à un agent de la SNCF? Les salaires chez nous, elles sont conditionnées à une grille salariale qui est négociée, qui est fixe, dont la valeur qui se traduit en valeur en points, qui ont une valeur qui évolue avec l'indice des prix, etc., qui n'a pas augmenté d'ailleurs depuis 3-4 ans. Il est inférieur au SMIC. Si un agent qui est recruté avec l'équivalent d'un CAP, un BEP, c'est le plus bas aujourd'hui du recrutement à la SNCF, puisqu'on recrute très peu d'ouvriers spécialisés, enfin de gens qui n'ont pas de diplôme. Son salaire est inférieur au SMIC. Dans les premiers mois, il y a une prime compensatrice qui permet d'atteindre le niveau du SMIC. Alors, on va revenir sur une question, mais parce que beaucoup de gens me le posent encore dans certaines manifestations, quand ils voient un petit peu les avantages que vous avez, mais je connais la réponse, mais parlez-moi de cette fameuse prime charbon. Je suis rentré en 82, la prime charbon, elle a existé, c'est vrai, c'était... alors, pour ce qu'on m'a raconté, alors je ne suis pas un historien, je crois que quand un chauffeur, quelqu'un qui avait la mission de jeter le charbon dans la chaudière pour faire rouler les locomotives à vapeur, quand il utilisait intelligemment son stock de charbon et qu'il économisait le charbon, on le gratifiait par une prime de charbon, ça lui permettait d'avoir du charbon pour chauffer sa maison d'ailleurs. Donc je crois que c'était ça la prime de charbon. Ça fait belle lurette qu'elle n'existe plus. Comme la vapeur, qu'est-ce qu'on ferait du charbon dans une locomotive électrique ou une locomotive diesel? Pas grand-chose. Donc ça n'existe plus, ça c'est une caricature. Alors le gouvernement veut changer la retraite, puisqu'il veut faire une retraite à points, et avec un âge limite de départ légal. Qu'est-ce que c'est qui vous gêne le plus? Est-ce que c'est l'histoire que c'est la retraite à points, ou c'est qu'on veut toucher, on va dire, aux avantages que vous aviez par rapport à l'âge limite? Nous, on est avant tout attaché au régime général qui aujourd'hui est un des meilleurs systèmes au monde d'assurance vieillesse solidaire publique. C'est un régime par répartition. C'est-à-dire que c'est bien donc les salaires, les cotisations de l'année qui instantanément servent à payer les pensions des retraités de l'année. Donc pour nous, ça permet que cet argent, en fait, c'est de l'argent de la solidarité, il ne rentre pas dans un circuit financier, dans un circuit capitaliste, un circuit de spéculation en fait. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important, mais aujourd'hui, il est à prestation définie. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes en annuité qui sont très clairs. On sait qu'un salarié, si aujourd'hui les mécanismes c'est 43 ans, s'il travaille 43 ans
à partir de 62 ans, qui est son âge d'ouverture de droit, au régime général, il aura 75% de son salaire de référence calculé sur les 25 meilleures années. Voilà, ça c'est des choses qui sont fixes. On sait ce qu'on va toucher à partir du moment où on a une carrière normale. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la CGT défend de revoir un peu ces mécanismes parce que déjà, on était passé, avant c'était les 10 meilleures années, on est passé aux 25 meilleures années, donc ça a modifié le calcul de référence pour le revenu de remplacement, parce qu'il y a de plus en plus de précarité dans les carrières aujourd'hui, ce qui fait que les salariés du privé en général n'ont pas forcément des carrières complètes, et que donc ça joue sur le calcul de ce montant final, enfin ça joue aussi sur la possibilité d'avoir à 62 ans, c'est 43 ans d'annuité. On était aussi avant sur 37 ans et demi, je rappelle aussi, on est passé à 43 ans, on a considérablement augmenté le nombre d'années à travailler pour avoir une carrière complète et ce taux de 75% du salaire de référence. Donc nous déjà, on est pour que dans le régime général, ça soit ça. Après, nous, les cheminots, on a des spécificités qui sont financées par et ça c'est important de le dire, qui ne sont pas financées par les cotisations du régime général, mais qui sont financées par une surcotisation sur la part patronale, qui est de 14% quand même. On cotise beaucoup plus que les salariés du privé. Alors c'est un tout petit peu sur la part salariale et principalement sur la part patronale. On cotise plus que les salariés du privé, ce qui permet de financer deux éléments importants. C'est d'une part le calcul sur le dernier salaire, en fait, donc occuper au moins 6 mois dans la fin de sa carrière. Donc du moment qu'on a occupé un grade sur un grade pendant 6 mois, eh ben, c'est les 6 derniers mois de sa carrière. Notre pension est calculée, si on a le taux plein, elle est calculée à 75% de ce salaire-là. Voilà, on n'est pas sur les 25 dernières années, puisque par définition, ça ferait un salaire moyen qui serait plus bas que le dernier salaire. Donc c'est vrai que c'est un dispositif qui est meilleur que le privé, puisqu'on est finalement on a un salaire de remplacement de notre dernier salaire, pas sur une moyenne de salaire. Et un autre élément, c'est les départs anticipés. Donc nous aujourd'hui, après les différentes réformes qui ont aussi impacté le régime spécial des cheminots, on a une ouverture de droit à 57 ans. Une ouverture de droit, mais ce qui ne veut pas dire qu'on part à 57 ans. Aujourd'hui, la moyenne des cheminots part plutôt autour de 59 ou 60 ans, à peu près les derniers chiffres, je ne sais pas exactement où on en est, mais parce que les cheminots sont aussi soumis à ces 43 ans. Enfin, 43 ans, pas complètement aujourd'hui, puisque ça s'applique. C'est la loi Woerth qui a augmenté le nombre d'annuités à effectuer pour avoir le taux plein. Mais pour les cheminots, c'est la même règle que les salariés du régime général, c'est 43 ans. Donc effectivement, un cheminot qui, même s'il arrive à 57 ans, mais s'il n'a pas les 43 ans, il aura une décote ou un nombre de trimestres pas suffisant pour valider sa retraite à taux plein, et donc il ne va pas partir, parce que si ça reste 75% de son dernier salaire, je disais, son dernier salaire, si c'est sur une carrière moyenne, aujourd'hui quelqu'un qui est encore ouvrier, qui finit un dernier grade ouvrier, il est autour de 1600, 1700 euros par mois peut-être. Voilà, 75%, ça fait une retraite c'est pas une retraite chapeau de Carlos Ghosn, hein, il est autour de 1300 ou 1200, 1300 euros. C'est à peine suffisant pour vivre. Si on a sa maison, ça va encore, mais si on n'a pas sa maison... Les cheminots roulants ont quand même encore un avantage supérieur. Ils ont des bonifications qui sont déterminées, qui sont liées aux années qu'ils ont passées à conduire. Alors pourquoi ? Parce que même si aujourd'hui le chauffeur de train il met plus des pelletés de charbon dans la chaudière, c'est quand même des horaires qui sont globalement toute une carrière, avec des horaires totalement décalés, des découchés, beaucoup de nuits passées à l'extérieur du foyer, des horaires qui sont pas du tout fixes, quoi. C'est pas partir de la maison à 8h pour commencer de 9h à midi, puis après recommencer de 13h à 17 ou 18h. C'est des horaires qui sont extrêmement variables, qui ont un impact très fort sur la santé aussi, puisqu'il y a beaucoup d'horaires de nuit aussi pour de nombreux mécanos. Donc résultat, ils ont, au bout d'un certain nombre d'années de conduite, ils ont des bonifications qui leur permettent de partir un peu plus tôt en retraite. Là aussi financées par leurs cotisations et par les cotisations propres à l'entreprise. C'est un élément spécifique de notre régime spécial, payé par des cotisations spécifiques aux cheminots. Personne du privé ne paye pour ces droits spécifiques aux cheminots. C'est vraiment nous qui le payons. À l'heure actuelle, vous en êtes à votre combien de jours de grève ? Depuis le 5, j'ai pas fait le calcul, il faudrait que je prenne mes doigts, je crois 41, 42 je crois, au dernier comptage. Depuis le 5 décembre, ça fait très long, très très long. Il y a une question qui se pose, c'est que les cheminots qui font grève, sont-ils payés ou ne sont... Voilà. J'ai fait, alors ça, je ne sais pas où le fantasme aussi là-dessus. Pourquoi on nous accuse de... Enfin, pourquoi on nous traite ce genre de choses ? On a toujours
Il y a peut-être eu certaines grèves à l'époque où il y avait des accords de reprise, etc. Mais il y en a sûrement eu dans toutes les entreprises où il y a eu des grèves un peu longues. Mais pour ma part, j'ai fait toutes les grèves depuis, j'ai embauché en 1982. J'ai commencé ma première grande grève, c'est 86-87, l'hiver 86-87. Et on ne m'a jamais payé, et je le jure sur la tête de mes enfants, on ne m'a jamais payé un jour de grève. Alors le calcul, il est facile au chemin de fer. Hein. On a un salaire qui est mensualisé. Donc le calcul des jours de grève, il est au 1/30e. Et dès qu'on dépasse 3 jours de grève, on nous enlève 1/30e supplémentaire qui est équivalent au repos de fin de semaine. Et quand on a fait une semaine de grève, en fait, la totalité des jours sont décomptés. Voilà. Donc si je fais 5 jours de grève, j'ai 7 jours qui sont enlevés. C'est ça la règle, 7/30e. Et finalement, la règle, c'est on fait 15 jours de grève dans le mois. Si on fait grève du 1er du mois au 15 du mois, en général, on a 15/30e de retiré sur notre paye, donc la moitié du salaire. Voilà. On nous enlève la moitié de notre salaire pour la moitié du mois en grève. Et si on fait le mois complet, on nous enlèvera la totalité du mois de salaire. Et ça a toujours été comme ça. Je ne vois pas pourquoi, qui a pu fantasmer qu'on puisse nous payer les jours de grève. Alors encore une fois, sauf peut-être quelques mouvements où à une époque il y a eu des négociations qui se sont jouées, des choses comme ça, mais moi en tous les cas, de ma part, moi j'en ai pas connu. Voilà. Ça a pu se faire à certains endroits, pas à d'autres, parce qu'à une époque c'était les établissements des fois qui géraient les choses comme ça, mais je peux vous assurer que moi j'ai toujours payé la totalité des jours de grève que j'ai fait. Une autre question aussi qui est souvent posée, qui va à l'encontre des cheminots qui ne veulent pas faire grève par rapport au piquet de grève des cheminots, et on dit qu'ils subissent souvent une pression qui est quand même assez énorme, on va dire à la limite de la violence pour les obliger à faire grève. Est-ce que vous avez déjà vu ça, vous ? Moi, je n'ai jamais connu ça. Moi, je suis responsable syndical depuis très longtemps et je défends. Mais après, je ne peux pas parler. Ça peut arriver dans certains endroits. Donc, je ne vais pas parler pour la totalité des piquets de grève qui se sont déroulés dans le pays. Je ne crois pas que ça a été le cas parce que les médias l'auraient bien remonté dans la dernière période. Ça peut être le cas à certaines époques et je ne peux pas prendre la parole pour la totalité des gens qui ont peut-être de copains qui ont été confrontés à ça ou qui se sont livrés à ce genre mais moi je trouve que de choses que moi moralement sont pas défendables pour moi. Et puis c'est idiot, c'est pas comme ça qu'on gagne un rapport de force. Au chemin de fer, les grèves sont fortes. Les cheminots sont souvent très fortement mobilisés. On est une profession où il y a un taux de syndicalisation important. Alors c'est sûrement lié au fait qu'on est moins précarisé que certaines entreprises, qu'on a des carrières et que donc on est moins soumis à la pression de la hiérarchie quand on se syndique ou quand on décide de faire grève. Le fait syndical est reconnu au sein de l'entreprise. On y sacrifie parfois notre carrière quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est forcément pas dans les bons papiers de la direction quand on est des militants syndicaux. Mais on peut exercer ce droit sans risquer d'être mis à la porte. Et donc je considère que si on veut que les gens fassent grève, il faut les convaincre du bienfait de la grève, de pourquoi on l'a fait, des raisons de ça et de la possibilité de gagner une amélioration à ce qu'on combat. Donc s'opposer à ce que quelqu'un rentre au travail, on n'a rien à y gagner et puis c'est encore une fois moralement pas défendable. Moi je crois à la liberté du travail. Moi je suis un démocrate. Hein. La démocratie est importante pour un syndicaliste quand même. Être syndicaliste, c'est faire vivre la démocratie au sein de l'entreprise, considérer que l'entreprise n'est pas hors de la République. Donc je vois pas pourquoi moi je défendrais le droit moi de faire grève et d'être syndiqué et que je ne défendrais pas le droit à quiconque d'aller travailler s'il en a envie. Donc moi en tous les cas, nous ici sur Avignon, on n'a jamais eu cette attitude. Les piquets de grève sont juste une présence qui permet de distribuer de l'information, de discuter, d'essayer de convaincre parfois, mais on s'est jamais opposé à quelqu'un quand il voulait rentrer. Il peut y avoir dans des grèves dures des fois des disputes, parce que les gens, les nerfs sont tendus des fois, etc. Mais je ne connais pas un responsable syndical qui ne va pas à un moment donné s'opposer et veiller à calmer le jeu. C'est notre rôle, y compris à ça, de faire de sorte à ce que ça se passe le mieux possible, parce que c'est comme ça qu'un mouvement il est serein. Et puis parce que aussi une grève, bon là elle est longue, mais on n'aspire jamais à une grève aussi longue, on préfère en général négocier rapidement. Une grève, c'est une occasion de montrer notre détermination et inviter finalement la direction à venir discuter, négocier. Et très souvent, dans des conflits locaux, au bout d'un moment, on négocie, on arrive à un accord et on reprend le travail. Il n'y a jamais aucune grève qui est aussi longue. Aujourd'hui, on est dans une grève très longue parce que, alors, on en fait porter la responsabilité, principalement à la CGT, mais c'est le gouvernement qui emporte aussi largement cette responsabilité en refusant de négocier depuis des mois où on a eu des rencontres avec Delevoye notamment,
où il y a eu des discussions, on a dit oui, non, nous on n'est pas d'accord là-dessus, on n'est pas d'accord sur le système par points, il faut défendre les régimes spéciaux parce qu'ils sont financés par les cotisations spécifiques et ils répondent aussi à des contraintes spécifiques du métier. D'ailleurs, on pourrait revenir là-dessus parce que l'historique quand même des 55 ans avant à 50 ans ou du 57 ans, 52 ans aujourd'hui, c'est loin d'être, c'est un peu un cadeau empoisonné. Si vous voulez, on y reviendra dessus parce que c'est un historique aussi. Mais voilà, donc la négociation, nous, on aspire à ça. Donc à partir du moment où on agit, on négocie, on retourne au travail. Et c'est compliqué de retourner au travail si on s'est disputé, si on s'est engueulé ou si on a forcé quelqu'un à faire grève 2 jours avant sur le piquet de grève. Non, il n'y a pas de ça. Non, on discute. On discute. Le piquet, c'est une présence symbolique. J'avoue que quand on fait le piquet aux rotondes, c'est aussi pour montrer à tous les gens qui passent sur la route de Marseille que les cheminots sont dans l'action et qui sont présents et qu'ils interviennent voilà, dans le débat démocratique du pays. C'est ni plus ni moins que ça. C'est la démocratie en marche, hein, la grève. C'est ni plus ni moins que ça. Alors, la question que je vous pose là, je ne vous la pose pas directement à vous, mais on va dire un petit peu, je ne vous demande pas une réponse de vous uniquement, mais une réponse un petit peu générale de l'ensemble des cheminots. Est-ce que vous êtes conscient des difficultés que vous pouvez mettre, par exemple, lors de départ en vacances et de dire qu'il y a des TGV, par exemple, 10 TGV, il n'y en a que 2 dont les personnes sont obligées de prendre des tickets, enfin, je veux dire des billets de train, les faire changer, les reprendre, s'ils ont fait des locations, est-ce que ça, je veux dire, vous pouvez vous imaginer dans quelle galère les usagers sont? Notre métier, c'est de faire rouler des trains, c'est de transporter des gens. Mais bien sûr que c'est pas de gaieté de cœur maintenant. On exerce un droit de grève, comme tout un chacun, c'est un droit constitutionnel. Et il a comme conséquence, si les grèves sont importantes, d'empêcher les trains de rouler, puisqu'on n'est plus là pour les faire rouler. Donc bien sûr qu'on est conscient de ça. On s'adresse souvent aux usagers pour expliquer les raisons de nos conflits, de nos colères. D'ailleurs, souvent, le fait de tracter aux usagers, de leur expliquer, de faire des conférences de presse ou de faire une consultation comme on a fait au mois d'avril en gare d'Avignon sur les services qui sont en train de disparaître dans les gares, c'est aussi une manière d'alerter aussi, de les prendre à témoin. C'est aussi un élément de rapport de force. Plutôt que de faire grève, on fait ce genre d'initiative en espérant que la direction ou le gouvernement entendent ces interpellations et que les usagers, les politiques aussi qu'on interpelle parfois, qui sont directement partie prenante des questions de transport, permettent de faire avancer des débats, des questions et répondre à un certain nombre de revendications sans être obligé de passer par un conflit. Le conflit, c'est vraiment pas de gaieté de cœur. Après, malheureusement aujourd'hui, il y a une dégradation importante du trafic ferroviaire qui se fait parce que du fait de la baisse des moyens de production qu'on dénonce depuis de nombreux mois et souvent des trains sont supprimés sans qu'on soit en grève et on le déplore aussi. Donc non, c'est pas de gaieté de cœur. On n'est pas, on a un conflit heureusement c'est pas tous les jours qu'il y a des conflits de 40 jours parce qu'on y laisserait notre chemise, mais parce que ça nous coûte très cher. Mais c'est pas de gaieté de cœur qu'on laisse les gens sur le quai. Aucun cheminot pourra dire ça. Aucun cheminot. Et moi non plus vraiment. Jusqu'à maintenant, on va dire, il y a encore peut-être un an en arrière, apparemment on dirait que ça s'est amélioré, on reprochait à la SNCF des retards énormes dans les trains. Moi je dénoncerais, alors il faudra interroger peut-être un responsable de la SNCF parce que pour avoir un débat ouvert, mais nous on dénonce depuis des années que la volonté de réduire les coûts du ferroviaire qui est aujourd'hui le leitmotiv, le coût de production, le leitmotiv de la direction, elle ne dirige que par là, fait que tous les ans, on vit moi ça fait 40 ans que je vis un plan social tous les ans dans l'entreprise. Les dernières années, c'est 2000, aux alentours de 2000 suppressions d'emplois par an, globalement en France. Alors ça peut paraître sur 135 000 qu'on est aujourd'hui, 2000 on va dire, mais tous les ans. Moi, quand j'ai embauché en 1982, je crois qu'on était 240 000 cheminots. Aujourd'hui, on est 135 000, 100 000 cheminots, emplois de cheminots supprimés depuis maintenant 35 ans. Donc c'est énorme et ça a eu un impact très fort sur le service et notamment, par exemple, le recul du fret ferroviaire. On transporte la moitié moins de marchandises que dans les années 2000, aujourd'hui en 2020, 20 ans plus tard. Donc cet impact, il s'est fait d'impact de suppression d'emplois, mais il se fait dans les équipes de maintenance sur le terrain, sur les voies, dans la maintenance du matériel roulant, c'est le nombre de conducteurs de train, le nombre de contrôleurs, le nombre de gens dans les guichets, dans les postes de circulation, et donc ça fragilise un peu globalement le fonctionnement. Et alors que par ailleurs, dans les années 2000, notamment pour le TER, il y avait
des exécutifs régionaux qui avaient voulu développer le nombre de circulations, le nombre de trafics, etc. Et donc on était confronté de plus en plus à une augmentation du nombre de trafics, de demandes, mais en même temps moins d'agents pour effectuer les services, donc des roulements qui se durcissent, des conditions de travail qui se durcissent, et finalement de la fiabilité du matériel qui se fragilise, et donc ça entraîne des incidents. Et dans un système aussi intégré que le ferroviaire, le moindre incident qui peut avoir de multiples raisons va venir mettre un grain de sable dans un rouage et va venir générer des retards ou des suppressions de trains. Parfois, un train supprimé parce qu'il est en panne, sachant qu'il est une rame supprimée parce qu'elle est en panne, elle tombe en panne, ben elle va supprimer 3, 4, 5 trains dans la journée parce que dans son roulement de journée, elle était prévue de faire un aller jusqu'à Marseille, puis après un Marseille-Miramas, puis après un Miramas-Avignon, puis après elle allait peut-être finir de nouveau à Miramas. Ben voilà, une rame supprimée peut par effet boomerang, voilà, se traduire par plusieurs trains supprimés. Une caténaire arrachée, ça peut être 2 heures de circulation en moins, 3 heures, 4 heures, une journée de circulation en moins même. Voilà, donc il peut, malgré le fait qu'il y ait des équipes d'astreinte, qu'il y ait des interventions les plus rapides possibles et qu'on reste quand même une belle entreprise, plus on supprime du personnel, plus on fragilise l'outil de production, plus le moindre incident peut avoir des conséquences en termes de retard ou de suppression de train. Ce gouvernement, bien entendu, puisque vous dites que vous êtes à plus de 40 et quelques jours de grève, 41, je crois, 41 jours, je crois, voilà. Ouais, apparemment il prend la politique de l'essoufflement, ce qui veut dire qu'il part d'un principe, on ne négocie pas, quand ils auront envie de retravailler, ou ils vont retravailler. Comment vous jugez cette attitude de ce gouvernement ? C'est du mépris. C'est du mépris, mais je crois que c'est un mépris que nombreux salariés, nombreux citoyens ont pu mesurer, le mépris de la part de ce gouvernement ont pu mesurer en France depuis quelques mois maintenant, quelques années même. Je pense qu'on a des espèces de, je sais pas, de technocrates, de gens qui sont totalement hors sol, qui vivent pas dans le même monde que nous, et qui se sentent sûrement investis d'une mission qu'on ne leur a surtout pas confiée, mais qui finalement ont décidé d'avancer quelle que soit l'opposition, quel que soit le désaccord. Au-delà des 41 jours de grève, je crois qu'on en a toujours à 60% des gens interrogés dans la population française qui sont contre cette réforme, ou qui s'interrogent sur cette réforme, ou qui pensent qu'ils vont perdre cette réforme, et qui soutiennent le mouvement de protestation qui n'est pas d'ailleurs que du fait des cheminots, puisqu'il y a des grèves aussi, je crois, dans l'industrie chimique, il y a des grèves dans l'énergie, il y a des grèves un peu partout, dans de nombreuses entreprises, des arrêts de travail, dans l'éducation nationale, dans la fonction publique. Oui, je crois que c'est un véritable mépris. Je crois qu'ils n'ont, peut-être qu'à une époque, une certaine génération de politiciens, quel que soit leur positionnement, à un moment donné, ils avaient peur de ne pas être élus. Ceux-là, on dirait qu'ils ont peur de rien. Peut-être qu'ils ont déjà leur place dans la banque quand ils quitteront le gouvernement, ou dans je ne sais quel think tank d'un grand groupe financier, et qu'ils n'ont pas peur de perdre leur mandat. C'est peut-être ça, c'est du mépris. Du profond mépris, c'est surtout un déni de démocratie, ce qui est vraiment, de la part d'hommes politiques, de gens qui ont été élus par les citoyens, ça paraît quand même fort de café. Je crois qu'on a, c'est un déni de démocratie, de ne pas vouloir entendre à un moment donné l'avis du peuple. Qu'on soit déterminé à faire évoluer des choses, pourquoi pas, hein. Ils ont été élus sur un programme, peut-être que ça en faisait partie. Moi, j'ai pas lu qu'ils avaient décidé de faire main basse sur la retraite des Français, mais alors ce côté-là, ils font des propositions, puis on en discute, mais réellement, on met tout sur la table. Nous, on dira pourquoi on pense qu'il faut améliorer certains éléments de notre régime, pourquoi on tient par contre à maintenir tels éléments, et puis on voit ce qu'il en ressort. Puis peut-être qu'il y aurait eu quelque chose qui n'était pas forcément ce qu'on désirait, mais qui aurait peut-être été quelque chose de plus consensuel. Aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas. C'est un gouvernement qui gouverne contre son peuple. Est-ce que c'est la plus longue période de grève que vous avez depuis, on va dire, depuis tout le temps, depuis de nombreuses années, je sais pas, je vais pas remonter aux années 30, il y a eu peut-être des conflits très durs, je crois, dans les années 20. Mais depuis, en 68, peut-être, non ? 68, encore je sais pas, j'avais un an, je me rappelle plus de la période de grève, je crois qu'elle était plus courte. C'est les médias qui disaient qu'elle était largement plus longue qu'en 95, ça c'est vrai parce que je les ai fait, plus longue qu'en 86, 87 aussi, parce que je l'ai faite aussi, ça avait été un conflit assez long aussi. Oui, c'est très 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 long, oui, très très long, ça va nous faire très mal sur la feuille de paie. À l'heure actuelle, quand on écoute la télévision, dont moi je vais dire les grandes chaînes de télévision, dont on ne va pas les énumérer, hein, je veux dire, parce qu'on n'est pas là pour ça, est-ce que vous n'avez pas l'impression que ces chaînes-là ne disent que ce que le gouvernement veut que l'on dise ? Et c'est beaucoup de reporters indépendants ou de chaînes indépendantes qui font voir la réalité du terrain.
Oui, oui, non, mais c'est vrai que les grands médias courants, ils ont tendance à donner plus la parole enfin, la parole de manière différente, ne serait-ce que d'ailleurs qu'aux organisations syndicales en fonction de leur positionnement, là aussi, celles qui sont finalement, qui sont considérées comme étant plus réformistes, alors ce terme il est un peu barbare, plus conciliantes, vont avoir davantage la parole que les organisations plus contestataires, que ce soit Sud, Force ouvrière ou la CGT. Je me suis en dernier, je suis poli. Mais après, ceci dit, quand même, l'information, d'ailleurs la longueur du mouvement, elle amène aussi à ça. Je trouve quand même que on nous donne quand même la parole. La longueur du mouvement permet aussi d'avoir la parole. Maintenant, c'est vrai que pour aller avoir l'information la plus objective, il est quand même je saurais conseiller à l'ensemble des citoyens de notre pays d'aller voir les médias alternatifs, effectivement, ou les journaux alternatifs. Il y a de l'écrit, il y a Internet, effectivement, il y a des médias plus ou moins gros, le vôtre sûrement, Merci. qui permet, bah oui, parce que vous avez le souci de venir poser des questions, c'est bien, ça prouve que c'est la volonté aussi d'avoir une information diverse, quoi, diversifiée. Et on n'est pas interrogé tous les jours sur cette réalité de notre métier, donc merci à vous. Mais ça permet, voilà, je crois quand même que les citoyens, s'ils veulent s'informer, ils ont encore aujourd'hui la possibilité d'aller chercher cette information. Ça demande un effort, donc de ne pas se contenter d'allumer LCI ou TF1 ou je ne sais quelle chaîne, pour ne pas les citer, antenne de voilà. Voilà, moi j'ai pas voulu les citer. Je vais vous poser une dernière question parce que je crois savoir que vous allez sur une manifestation sur Avignon. D'ailleurs, nous aussi, on va aller sur cette manifestation. La dernière question que je vais vous poser, quand on voit que le gouvernement a donné, je veux dire, a rétabli les droits qu'ils avaient, par exemple, pour la gendarmerie, pour la police, pour les CRS, pour l'armée, après quelques autres professions, par exemple les pilotes d'avion, les stewards, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il apparaît au plus pressé et en disant, déjà, en me protégeant de la gendarmerie et de la police, j'assure, si vous voulez, ma sécurité. Et les autres professions, comme vous, la SNCF ou quoi, ça, par contre, ils peuvent attendre, puisqu'en réalité, ils peuvent faire grève. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils étaient totalement épargnés, parce que dans les propos du Premier ministre, quand même, il insiste quand même sur le fait qu'il met en place un système universel qui concernera tout le monde. Donc on verra après quelles sont ces modalités spécifiques pour ces métiers-là, mais s'ils ont des modalités spécifiques, ça s'arrange les plats. Selon le gouvernement, le régime qu'il est en train de nous imposer, c'est le meilleur régime au monde. Et il en prive les policiers. Si j'étais les policiers, je m'inquiéterais un peu quand même. Je dis ça en plaisantant, mais c'est quand même marrant. Il nous présente un système comme étant le meilleur système au monde pour l'ensemble des salariés, mais il se dépêche vite d'en extraire certaines professions alors qui lui sont utiles, les fonctions régaliennes, militaires, police, etc. Alors ça montre peut-être sa fébrilité, qu'il a tellement peur des citoyens qu'il veut avoir une police totalement asservie à ses ordres, quoi. Maintenant, je pense que les policiers, pour en croiser quelques-uns, ils ne sont pas en dehors du monde, les policiers, hein. Ils habitent dans les mêmes pavillons que nous, dans les mêmes masses que nous, dans les mêmes villes que nous, et quand on discute, effectivement, ils ont un métier difficile, et dans un cas de conflit social, souvent, ils sont obligés de venir, ils sont soumis, voilà, à ça. Et bon, après, il y a des actes de violence aussi, on les déplore, mais tous les policiers ne sont pas comme ça, je pense, quoi. Et on en connaît plein avec qui on a des relations tout à fait normales, quoi. Moi, je pense qu'ils devraient ils ont aussi un métier difficile, et ils devraient se méfier un peu de ce qui va se continuer à s'occuper quand même de leurs affaires, et bien veiller que le gouvernement ne se moque pas d'eux. Et je crois que, voilà, c'est un gouvernement fébrile qu'on a. Je ne crois pas qu'il s'en tirera juste en flattant les policiers qui sont pas non plus des toutous, quoi. Donc il faudra à un moment donné répondre aux problèmes qu'ils ont eux, où il y a beaucoup de souffrance, puisqu'il y a encore eu des suicides dernièrement, quoi. Donc voilà. Encore voilà, il y a des policiers qui commettent des erreurs, ils doivent être condamnés pour ça, je le pense sincèrement, ils ne sont pas à l'abri, mais c'est pas tous les policiers. Moi j'ai manifesté de nombreuses fois dans ma vie, et il y a des policiers qui assurent la sécurité dans les carrefours, veiller à ce qu'il y ait pas de troubles publics qui dépassent les limites de la liberté publique, quoi. Et puis voilà, tout se passait bien, quoi. Donc, Non, mais là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce que je dis, quand des personnes disent tous les policiers, tous les gendarmes, tous les CRS, il faut tous les mettre exactement sur le même pied. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, puisque nous, on est dans les manifestations. Alors, il est vrai que les manifestations syndicales que vous faites n'ont rien à voir avec les manifestations que nous, on couvre avec nos caméras.
quand c'est les gilets jaunes. Mais effectivement, On trouve trop professionnel donc, souvent. Voilà, c'est ça. Donc, on le voit, puisque quand on a fait la 5e marche, je crois, qui était hier, nous on était sur Nîmes, c'est encadré devant, c'est encadré derrière, ça se passe très très bien. Mais effectivement, comme on le dit, c'est pas tous les policiers. Moi je disais qu'à peu près 5 ou 10%, si vous voulez, font tort à ce métier qui est très dur, puisqu'ils sont au premier rang, on les a vus quand il y a eu le Bataclan ou quoi que ce soit, et ces 5 ou 10%, malheureusement, donnent une mauvaise image de la police à l'heure actuelle, alors que quand on discute des fois avec des policiers ou des gendarmes, même eux sont indignés de certains actes qu'ils ont vus sur les réseaux sociaux. Oui, mais j'imagine. Après, moi, je voudrais quand même en profiter pour dire quelque chose. Alors, je suis un militant syndical depuis de nombreuses années. On nous reproche souvent d'être plan-plan dans nos actions. Le but de faire un service d'ordre qui encadre la manifestation, de faire de sorte à ce que passe bien, c'est pour qu'il n'y ait pas, que dans les médias n'apparaisse pas le conflit de rue, la bataille de rue, plutôt que ce que l'on porte. Quand on mène un mouvement de revendicatif, que ce soit une grève, une manifestation, un sitting, une interpellation, une occupation d'une usine, distribution de traction à Carrefour, le but c'est pas je vais dire un gros mot, d'emmerder les gens ou de générer de la violence, c'est à un moment donné de porter une parole et de la faire entendre par le plus large nombre de personnes possible et suffisamment fort pour que les interlocuteurs qu'on a, que ce soit un patron ou le gouvernement, nous entendent et viennent discuter en montrant notre détermination et notre nombre. Donc la violence, pour nous, elle ne génère que la violence et elle ne fait pas forcément avancer les idées. Effectivement, quand on est face à un gouvernement qui est totalement sourd, au bout d'un moment, l'énervement, il peut aussi se comprendre de la part de grévistes, de manifestants, de citoyens, comme c'était le cas pendant les Gilets jaunes. Mais il faut se méfier de la violence parce qu'à un moment donné, elle cache le reste. Elle va venir faire taire la revendication et on ne va voir que la violence et elle va... La violence, c'est quand même l'arme des plus forts. Et l'État, il est quand même souvent plus fort que le citoyen lambda, même quand on est nombreux. Et puis la violence entraîne aussi la violence. Elle génère peut-être que quand on a un comportement, forcément, si on pousse des CRS, ils vont avoir pour mission de reculer. Donc la force qu'on va leur opposer va venir en opposition aussi. Moi, je pense qu'il faut se méfier de ça. Ça ne fait pas forcément avancer le débat des idées. C'est un débat, après, on peut me prendre... Alors, jugez-moi comme étant mou, si vous voulez, mais en tous les cas, moi, je me méfierais de ça. Je pense qu'il faut porter ces idées avec le plus de détermination, de conviction, d'opiniâtreté possible et le plus clairement, le plus fortement possible, mais par le nombre. La grève qui n'est pas efficace, c'est une grève qui n'est pas assez nombreuse. Une manifestation inefficace, c'est une manifestation qui n'est pas assez nombreuse. Si depuis 40 jours, on était 5 millions de salariés en grève et 5 millions de citoyens dans la rue à chaque manifestation, je pense que le gouvernement il aurait négocié de plus belle lurette. C'est ça le message qu'il faut faire passer. Voilà. Puisque vous avez dépassé votre 40e jour de grève, est-ce que vous allez vous arrêter où? Est-ce qu'il y aura un moment où vous allez vous arrêter ou vous êtes prêt à continuer tant que le gouvernement ne lâchera pas? 41 jours de grève, aujourd'hui, il y a la question de modifier les modalités de l'action sur un long terme, elle se pose chez les cheminots. Parce que ça devient très difficile d'un point de vue salarial. 41 jours de grève, c'est la durée globale du mouvement. Tous les cheminots n'ont pas 41 jours de grève. Certains ont repris un peu. Il y a du roulement. Il y a eu pendant les fêtes notamment. Alors, dans une période de grève, quand des congés protocolaires ont été posés quelques mois avant, ils ne seront pas décomptés les jours de grève, même si on a fait grève autour. Par contre, les repos et les jours fériés, oui, mais pas les jours de congé. Donc quelques-uns, quelques cheminots ont économisé quelques jours comme ça. Mais d'une manière ou d'une autre, on a moi je suis environ une trentaine de jours, un peu plus, non, 35 à la fin de la semaine là. D'autres sont à 25, 28, 26. Donc ça commence à peser sérieusement. Et donc là aujourd'hui, effectivement, le gouvernement est inflexible, donc on a l'intention de durer longtemps. Donc on va modifier un peu les modalités, probablement, c'est en train de se discuter. Et c'est aussi pour ça que de temps en temps les chiffres ont tendance à baisser en dehors des temps forts. Il y aura probablement peut-être un recentrage sur les temps forts qui se décidera pour la semaine prochaine, autour de la semaine prochaine. Ça commence déjà à être un peu ce que les cheminots appellent et font de fait. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Merci à vous.